Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score, le best-of sur Nova. Au programme de la musique et des invités qu'on a choisi de vous faire réécouter parce qu'ils ont eu la bonne idée de passer par ce studio. Elles et ils s'apprêtent à fêter le cinéma ce vendredi, soit parce qu'ils sont nommés au César, soit parce qu'ils présenteront la cérémonie. C'est le cas d'Alice Belaïdi, qui en plus a connu une très belle année ciné avec l'énorme succès d'un petit truc en plus. On peut parler d'année folle, on est d'accord ? Ouais, c'est assez dingue, ouais. Vous, c'est comme ça que vous l'avez vécu ? Ouais. Franchement, je sais pas, peut-être que j'arriverai plus à en parler dans un an ou deux. Ouais. J'ai encore la tête un peu dedans. Mais ouais, c'est dingue et c'est génial. En même temps, j'ai l'impression que c'est un accomplissement de choix, C'est largement mérité, hein, je le dis, vraiment honnêtement. Ouais, ça fait trop plaisir. On parle beaucoup de musique ici, donc je vais vous poser la question rituelle. Quel est votre rapport à la musique dans votre vie de tous les jours ? Je suis extrêmement malheureuse si j'écoute pas de la musique une fois par jour, quoi. C'est-à-dire que je me réveille avec, j'ai mon casque sur les oreilles quasi toute la journée. Je partage même plus mon amour de la musique, même sur mes réseaux et tout ça, que mon amour du ciné ou de ce que je peux binger à la télé. C'est vrai que je joue de la guitare un peu solo, cachée mais c'est vraiment que pour moi et mes pauvres voisins. Mais non, mais j'adore ça, ouais. J'adore ça. Est-ce que vous êtes le genre de comédienne qui fait des playlists pour ses personnages ? Non. Par contre, parfois, dans certains moments, je sais pas pourquoi, sur le plateau, j'ai besoin de m'isoler avec un peu de musique. Ouais. Si je dois jouer quelque chose, si je dois intérioriser quelque chose et tout, je m'isole avec de la musique pas forcément pour me connecter avec la musique, plus pour me déconnecter de ce qui se passe sur le plateau. Ouais. Ça me met dans une bulle. Mais non, étonnamment, mes personnages s'inspirent pas forcément j'arrive quand même vraiment à faire la distinction entre la Alice après le coupé, en fait, où moi je vais dans ma loge et je peux m'écouter de la musique même très joyeuse, alors que je suis en train de jouer un truc très lourd. J'arrive vraiment à scinder. À scinder. Je suis pas encore schizo, quoi. Voilà. Très bien. Premier titre choisi pour vous, il est signé Marvin Gaye, c'est Inner City Blues. Ah, j'adore. Le score sur Radio Nova. Marvin Gaye, Inner City Blues. Toujours à l'écoute du best-of du score, une spéciale ciné et César. Lui est nommé dans la catégorie révélation masculine pour son excellente partition dans En fanfare, Pierre Lotin, est lui aussi passé par le score. Il y a une tradition ici, on aime bien faire écouter des voix particulières à certains de nos invités. Et en voici une pour vous aujourd'hui. Oh look, it's the hero. What's up, woman? Yo, brethren, what up with thee? Blessings on your alley. Looking for another can of whoop ass? You didn't get enough, Mr. Hero? He wants some more. Surely I say unto you dudes, I do not wish to fight. So as soon as you apologize and make a full reckoning of your transgressions, I shall absolve you and continue along the path of righteousness. J'ai reconnu la voix de Jim Carrey. Mais... Bah bien sûr, Jim Carrey dans Bruce Tout-Puissant en 2003. Et c'est un comédien que vous citez souvent. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour vous, Jim Carrey ? Alors, ça serait plus dur de citer qu'est-ce qu'il n'a pas de particulier. Non, c'est Jim Carrey, quoi. Comment dire c'est le mec le plus drôle du monde. Ouais. Ouais. Et après, il y a une petite triche en plus doublée par Emmanuel Curtil. Là, on est dans le sacré, quoi. Ah oui, vous auriez préféré la VF. Ouais, c'est pas bien. Hein, ouais, mais il y a énormément de gens, en fait, qui aiment les deux versions. Ouais, alors, il a ce truc très particulier, Carré, c'est un timing de comédie de dingue, et en même temps capable de vous tirer les larmes dans certains films. Ouais, dans Truman Show, ou même... Eternal Sunshine, ouais. Et même Man on the Moon, quoi. Même s'il est parti en sucette après pendant le film, quoi. Il aurait peut-être pas dû... Mais non, Jim Carrey, il a ce truc il arrive à faire des trucs humoristiques sacrés, quoi. Il y a des trucs qu'on voit, genre, wow, tu peux faire qu'une prise comme ça, c'est pas possible. Elle est unique. C'est le gars, c'est une prise unique. Des trucs. Est-ce que c'est une carrière comme la sienne que vous visiez au moment où vous faisiez Monsieur Bête sur Clairement. YouTube ? Clairement. Ah ouais, je voulais Jim Carrey. Ouais, vous faisiez des vidéos humoristiques. Ouais. Ouais. On avait fait une série avec un pote, Jean-Marie Gatin, et Léo Terreros et Quentin Lepec.
un truc qui s'appelait Monsieur Bête, et on s'était fait remarquer sur Dailymotion. C'était avant toute la vague de YouTube et tout. C'est toujours dispo, je le dis sur les plateformes de streaming. Et on s'était vraiment fait remarquer, donc on aurait été un peu, plus ou moins, les premiers, pas youtubeurs, mais pas loin, quoi. Moi, j'ai arrêté le truc pour faire autre chose, quoi. Mais non, l'inspiration de Jim Carrey, clairement, elle est viscérale, quoi. Et alors, parmi les autres références de comédie que je vous ai vu citer ou entendu citer, il y a Albert Dupontel, il y a Riyad Satouf, Jackie au Royaume des filles, et Carverne et Delépine. Ouais. C'est des gens avec qui vous aimeriez collaborer ? Ouais, clairement. Ouais. Bah là, j'ai fait un film avec Delépine, donc je suis content. Et on se comprend. Il comprend. M'étonne pas. Ouais. Et du coup, c'était cool, quoi. Franchement. Et après, Dupontel, c'est un maître. C'est un maître. Ouais. C'est comme ça. Et Jackie au Royaume des filles. Jackie au Royaume des filles, c'est un chef-d'œuvre. Mais je suis d'accord avec vous, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait au moment de sa sortie en salle, mais qui a un petit statut culte maintenant. Pour moi, je le mets au même rang que certains films de Terry Gilliam, où ça me fait penser à des trucs à la Spike Jonze, un peu, des trucs un peu fucked up, quoi. Et c'est ce cinéma-là, il faut faire du cinéma comme ça. C'est très, très important, parce que si on arrive à rendre ce genre de film un peu plus accessible et on arrive à en faire plus, ça va ouvrir la fenêtre qui fait qu'il y a d'autres films qui vont naître et d'autres styles de genre qui vont naître. Et c'est important, parce que là, on est dans un truc qui est un peu sclérosé. On raconte parfois un peu des histoires qui sont similaires, ou des histoires tristes et tout ça. Sauf que les gens, ils ont besoin un peu de rêver, un peu de partir sur nos planètes, quoi. Et Jackie au pays des filles, alors, j'adore ce film, parce que je sais jamais si jamais Jackie au pays des filles ou Jackie au Royaume des filles. Au Royaume des filles. Au Royaume des filles, c'est ça. Ouais. Et ce genre de film, non, ça ouvre. C'est Bubune, quoi. C'est ça. Et puis c'est un peu il faut se plonger aussi un peu dans la BD. C'est des mecs qui viennent de la BD. C'est un coffre fermé, quoi, avec 10 000 trésors, quoi. Je parle, par exemple, je sais pas, dans d'autres styles. Villeneuve le fait avec les mecs, comment ça s'appelle, Moebius, avec les humanoïdes associés. Ouais. Mais il y a clairement quelques coffres fermés où il y a des chefs-d'œuvre, Notre invité de demain, c'est Fab Caro. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, Fab Caro, ouais, carrément. Et dans un registre tout à fait différent, si je vous dis Mads Mikkelsen ou Tom Hardy, c'est pareil, ça fait partie des... Bête acteur, Mads Mikkelsen, pareil dans le comique, on parlait de mecs comiques. Le mec, il est aussi fort que Jim Carrey quand il fait du comique. Il joue dans un film que je cite souvent et qu'il faut que les gens voient, ça s'appelle Les Bouchers Verts. Et c'est un gars qui a la rupture et le ballet dans le même corps, parce que c'était aussi un danseur, un putain de danseur, je crois, danseur ballet, si j'ai pas de conneries, ou danseur moderne, je sais plus, mais il me semble qu'il était je sais pas, mais la scène de danse de la fin de Drunk est un des trucs les plus jolis qu'on ait vu ces dernières années. C'est ça. Et pourtant on sent qu'il pousse pas trop, quoi. Donc on se dit quand il est à 20 sur 20. Mais non, Mads Mikkelsen, super acteur, hyper touchant, la rupture dans la peau, tout. Et Tom Hardy, pareil, même s'il il s'est mis à plus faire le guerrier, le bonhomme et tout. Mais pareil, c'est un acteur qui est hyper drôle, quoi, qui est super drôle. Et rien que pour ce qu'il a fait dans Bronson, respect à vie, quoi. Et c'est un putain d'acteur. À suivre, Gilles Lelouch et Lola Young, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Lola Young sur Nova, Messi. Place maintenant à celui dont le film a obtenu 13 nominations cette année. Gilles Lelouch venait évidemment nous parler de L'amour ouf, l'occasion aussi de partager quelques chouettes souvenirs de ciné. J'ai choisi 3 extraits de manière extrêmement arbitraire. C'est des films qui me sont chers à moi, donc forcément ça en dira plus sur moi que sur vous. Des films de votre filmographie. Et je voudrais juste avoir un petit mot et quelques souvenirs sur tout ce que ceci vous inspire. On parlait d'adolescence, on n'en est pas si loin, retour en 2005 au cinéma. Tu regardes quoi? C'est un doc sur les bœufs de Kobe. Ils sont massés et nourris à la bière toute leur vie. Le rêve. Ton rêve. Hein? Mon rêve. Ma vie en l'air de Rémi Besançon. Vous y êtes Ludo, un homme qui est littéralement entré en fusion avec son canapé. Ouais. Petit rôle, grande prestation burlesque. En fait, surtout petit rôle, mais premier grand rôle pour moi, quoi. Oui. Parce que petit rôle d'une vingtaine de jours dans un grand long métrage avec Vincent Elbaz et Marion Cotillard. Moi qui galérais à faire des 18e, 19e, 20e rôles ou des pubs un peu abscons, j'avoue que là, c'était une aubaine. En fait, le truc était assez ouf, c'est que Rémi Besançon, le réalisateur,
était dans un comité de lecture de scénario. Il était tombé sur Narco. Il avait adoré le scénario, il a voulu me rencontrer, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et il m'a donné ce rôle de Ludo, le mec qui squatte un canapé et qui passe sa vie à fumer des ouinges, qui était à l'époque pas trop un rôle de compo, je vous avoue. Je comprenais bien ce personnage-là. Le bœuf de Kobe, tout ça, ça vous parlait. Massage à la bière, tout allait très bien. Ouais. Et non, c'est un souvenir génial parce que c'est vraiment la première fois que je faisais vraiment du cinéma, quoi. Et j'insiste sur le grande prestation burlesque parce que j'ai l'impression que c'est pas là-dessus que les réalisateurs ont capitalisé par la suite. Non, et pourtant j'ai été nommé au César avec ça, meilleur espoir. Bon, il y avait Louis Garrel en face de moi, je pouvais pas lutter. Et ouais, non, c'est vrai que c'est pas l'emploi dans lequel on me voit le plus. Et à mon grand désarroi, parce que moi j'adore la comédie en fait, et j'adorerais en faire, mais je vais y retourner un peu là. Et justement, et je suis content parce que je vais refaire un film avec Rémi Besançon. Ah, génial. Ouais. Donc la boucle est bouclée. Un bond dans le temps, un sacré bond dans le temps même. On est en 2018 et on fait un tour chez Jeanne Herry. Quand tu sais pas donner un bain, c'est ça? Je suis désolé, mais ça va pas le faire. Hein. C'est pas possible, ça. Non mais je rigole. Je fais une blague. Voilà, il est propre, il est pas noyé, ce qui est déjà pas mal. Il a l'air content. Là, c'est nickel. Oui, c'est nickel, le petit chou. Non mais Alice, non mais c'était une plaisanterie, c'était pour rigoler, je suis désolé, c'était pas drôle, mais je suis désolé, je suis vraiment le roi des cons. Regarde-moi. Personne te l'enlèvera, ça, d'accord? Pupille, ai-je fait des larmes et de la morve en regardant simplement les extraits? Pas de témoin, personne pour le prouver. Vous y êtes chargé d'offrir un accueil familial transitoire. Est-ce que c'est un film qui amorce quelque chose de nouveau dans votre filmo? Ah oui, oui, bien sûr, mais c'est surtout... en fait, c'est vraiment beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance, ce film. En fait, Jeanne Herry, que j'aime d'amour, qui est une réalisatrice absolument bouleversante, intelligente, c'est une femme, c'est vraiment une femme exceptionnelle, vraiment. Quand je dis chance, c'est qu'en fait, j'étais en préparation du Grand Bain, et elle écrivait son scénario dans un bureau qui était au-dessus de mon bureau de prépa. Donc en fait, elle entendait ma voix... qui suis un peu volubile, toute la journée, et elle me disait, j'avais envie de te tabasser au départ, et puis en fait, au bout d'un moment, ta voix me berçait, et j'y ai pris plutôt du plaisir, et donc du coup, en fait, en écrivant le personnage, indirectement, elle a pensé à moi. Ce qui est plutôt, alors là, on est vraiment dans une chance géographique, on va dire, et puis après, l'autre chance, c'est celle du scénario, quand j'ai lu le film, et que j'ai vu le personnage, et que c'est vraiment la première fois que je pleure en lisant un scénario. J'étais en larmes. C'est probablement c'est le plus beau film que j'ai fait jusque-là, je pense, en tant qu'acteur. Hein. Et oui, j'ai eu la chance que Jeanne voit en moi autre chose qu'un mec qui roule les mécaniques, qui fait du polar, qui court vite ou qui a des bonnes vannes. Donc elle m'a enlevé peut-être aussi une part de pudeur, une part de retenue. Et en fait c'est un film bizarrement qui est, pour les gens qui me connaissent, qui est pas si éloigné. Ouais. Non. Et vous avez retourné avec elle après? Non, je verrai toujours. Alors après, je suis pas le mec idéal qu'elle dépeint dans le film, parce que vraiment dans Pupille, le mec il est formidable, il fait tout bien, etc. Moi, je fais vraiment pas tout bien, loin de là. Oui, mais bon, s'il y a des points d'accroche, il y a des points d'accroche. Oui, heureusement qu'il en faut 2-3, oui. 2022, ouais, je fais des bonds dans le temps comme ça, je suis une déglingo. Votre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, hein, j'aime pas ça. Bonjour monsieur. Je peux vous appeler Patrick? Non, appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier Torrent, je vais le défendre jusqu'au bout. Goliath de Frédéric Tellier. Vous y jouez un avocat seul contre tous. Une prestation remarquable. Et encore une fois, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est-à-dire que là, ça fait 10 ans qu'on vous file des rôles donc on vous offre des rôles extrêmement différents à chaque fois. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est super. Mais j'en attendais pas tant. Je vous avoue que je suis très... je suis très chanceux, que je remercie ma chance tous les jours. Quoi. Moi, j'aurais payé pour faire du cinéma, hein, vraiment. Ouais. Donc, déjà, d'être payé pour le faire, c'est déjà un miracle. Mais ensuite, la diversité de ces rôles, les univers différents, les réalisatrices, les réalisateurs, c'est cette confiance, en fait, qu'on me fait dans des mondes si opposés, quoi. C'est juste... c'est juste génial, c'est des grandes rencontres. Je rencontre plein de gens. Là j'entendais Pierre Ninet... On a une scène de confrontation, on a tourné toute une journée, c'était incroyable. C'était vraiment dément, quoi.
j'ai de la chance de travailler avec des gens dont j'estime énormément le talent et puis qui me portent, et puis en fait ça me permet aussi quelque chose d'assez inouï et quand même c'est la chance d'être acteur, c'est aussi les mondes que je dois découvrir, les personnages que je dois travailler, cette curiosité en fait un peu obligatoire et inhérente à mon métier, qui fait que oui, je m'intéresse à beaucoup plus de choses que je ne l'aurais fait sans ça probablement. Ce qui est assez intéressant, notamment dans ce rôle de Goliath, c'est que j'ai l'impression qu'au cinéma, on vous confie volontiers des rôles de mecs qui ont les épaules assez larges pour être seuls contre le monde entier. C'est le cas dans Goliath, c'était le cas dans Compromat, c'était le cas dans Mea Culpa. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je pense qu'il y a un doux mélange entre le boy next door, c'est-à-dire un peu Monsieur Tout le Monde, mais avec peut-être ce truc en plus de l'acteur qui fait que voilà, il y a peut-être une sorte de, je sais pas quoi, de confiance en ma nature. J'ai l'impression. Il y a des gens qui il y a quelqu'un qui m'a proposé un film en me disant oui, parce que moi quand je te vois j'ai envie de te suivre. Alors probablement qu'on a un petit on se dit peut-être tiens ce mec lambda là, on a peut-être envie de le suivre. Raël disait la même chose, mais après vous en faites ce que vous voulez. C'est mon idole. Je consulte mon réalisateur Quentin Bresson. Ai-je le temps pour un dernier extrait ? Allez. C'est le bonus. Je suis navrée pour tous ceux qui écoutent l'émission régulièrement. Enfin non, d'ailleurs, je suis pas navrée. Je pense que ça doit faire à peu près 4 fois que je cite ce film depuis le début de l'émission. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Attendez, il me fait peur, lui, là. 2017, Le sens de la fête. On parlait de comédie en ouverture, un retour à la comédie. Ah ouais. Ah mais là, ça c'était... Dans un personnage de chanteur. Toledano Nakache, quand ils m'ont appelé pour me dire... En plus, ils m'appellent en me disant, oui, on a vraiment un tout petit rôle à proposer, voilà, on veut pas que tu sois pas déçu et tout. Quand j'ai le truc, je dis, c'est tout, sauf un tout petit rôle. C'est juste un rôle génial, dans lequel je me suis éclaté, mais comme rarement. Il y avait beaucoup d'avantages sur ce film. Déjà, je trouve que c'est un de leurs meilleurs films. Je trouve que c'est une grande comédie, vraiment. Tourné avec tous ces acteurs que je voyais, Alban Ivanov qui faisait le laquais, là, je pleurais de rire. Je regardais Benjamin Lavergne faire son discours. Avec qui vous avez des échanges absolument géniaux. Dément. Non, j'étais vraiment au spectacle, quoi. Comme on tournait dans un château, je regardais les autres faire leur scène. Et puis Jean-Pierre Bacry. Et moi qui étais fan de lui depuis toujours, me retrouver à ses côtés, tourner avec Jean-Pierre, le rencontrer, le côtoyer, c'était une leçon humaine et une leçon artistique, parce que je me souviendrai toute ma vie. Il a une scène où il nous engueule tous, tout le personnel, où il nous en met plein la tronche, et on l'encerclait comme ça. Il a fait une prise et à la fin, on l'a applaudi pendant 10 minutes, tellement c'était une leçon, une leçon d'acteur. Et cet homme, c'était ce grand acteur, et puis ce type à qui vous n'allez pas taper tout de suite sur l'épaule. Hein. On est quand même un peu en retenue. Mais je me souviendrai toute ma vie de sa délicatesse, puisque le dernier jour de tournage, enfin mon dernier jour de tournage, lui, il lui en restait encore beaucoup. Et il vient me voir, il me dit, c'est ton dernier jour aujourd'hui, Gilles? Je dis oui, il me dit, j'ai demandé à la cantine de nous mettre une table là sous le chêne, qu'on puisse déjeuner tous les deux. On a déjeuné pendant 2h30 que en tête à tête. Ce qui est quand même une intention absolument divine, quoi. Et je suis très heureux d'avoir pu tourner avec lui. J'aurais été très malheureux de pas le côtoyer. J'ai choisi un dernier titre pour cette émission. Après, ce sera à vous de prendre la main sur la musique. Ce n'est pas un titre qui figure sur la bande originale de L'Amour Ouf, mais vous ne m'en voudrez pas, je le sais, puisque c'est Prince. Ah, c'est mon idole. Bah voilà, allez, c'est parti. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Prince sur Nova, Girls and Boys. Catégorie meilleur comédien pour cette 50e édition des Césars, Benjamin Lavergne de la Comédie Française, parfait lui aussi dans En fanfare d'Emmanuel Courcol, l'occasion de revenir sur quelques-uns de ses grands rôles. De quel personnage est-ce qu'on te parle le plus aujourd'hui ? Ces dernières semaines, voilà. Oui, mais pour des raisons... Mais sinon... le sens de la fête quand même. Ouais. C'est le film, c'est un peu une petite Madeleine. J'ai l'impression que les gens le revoient beaucoup et en fait c'est génial d'avoir l'impression d'appartenir à une aventure, un film un peu culte. Quand les gens commencent à te ressortir des dialogues et les gens revoient ce film de manière hallucinante, quoi. J'ai beaucoup de
famille, de gens qui viennent me voir en disant « Eh bien, on le revoit une fois par semaine avec les enfants, ça nous fait beaucoup de bien. Une fois par mois, c'est un rituel. » Et dans toutes les strates de la société, dans tous les milieux sociaux, c'est vraiment une aventure dingue. C'était un succès critique et public, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, c'est un personnage qui a agacé, que les gens ont aimé détester, comme ils disent. Et je ne pensais pas qu'il pourrait être populaire, ce personnage, alors qu'il est assez odieux. Mais ça n'a pas vraiment de sens, ce que je viens de dire. Parce que heureusement qu'ils n'aiment pas que des bisounours dans les films. Non, je trouve ça dingue, la vie de ce film. Est-ce que c'est vrai que tu as été à un moment, alors non pas prisonnier, parce que tu as su faire les choix qu'il fallait, mais qu'on t'a proposé beaucoup de rôles de connardo comme... Oui, mais alors, je sais, ça, c'est vrai que j'ai joué des connardos. Mais pas que, et loin de là, c'est-à-dire même pas plus que des mecs sympas. Est-ce qu'après celui-là, il y a eu au bout d'un moment une tentation de t'offrir beaucoup de rôles en disant un peu, oui, parfois les gens manquent d'imagination, dans le directeur de casting ou les réalisateurs, mais ce que je peux comprendre aussi, parce qu'on se dit, il joue ça bien, et puis parce qu'on dégage quelque chose. Alors moi, j'espère que je dégage pas quelque chose d'antipathique ou d'un peu snob. Bah non. Mais ouais, les gens m'ont plus proposé des chefs d'entreprise, des types en costard un peu désagréables, après Le Sens de la Fête, ou des avocats, ou des... Mais des têtes de con, non pas forcément, en fait. C'est aussi parce que quand ils sont bien écrits, ces personnages, c'est les plus fun à interpréter, que ce soit dans De Grandes Espérances ou même dans Antoinette dans les Cévennes, où je le condamne moins que les gens, peut-être parce que il faut pas juger son personnage, mais aussi parce que il a des raisons de mal se comporter, enfin pas des raisons, mais des excuses qui sont les siennes. Il est entre deux amours, il est mal, donc c'est pas très beau ce qu'il fait, il est un peu pathétique. Vous me relancez à défendre mes personnages, mais non, pas du tout. C'est surtout, c'est des personnages qui sont tellement chouettes. C'est comme quand on dit que de jouer les ordures, c'est jouissif. Parce qu'on essaye de ne pas le faire dans la vie, donc c'est toujours bien de le faire à l'écran. Non, mais la question m'est venue parce que je t'ai vu en interview, pour tout te dire, avec Eric et Ramzy, au moment de Cannes, dans leur émission. Et en fait, je ne sais plus lequel des deux te dit de manière très candide, mais j'étais persuadée que tu étais vraiment un connard. Ce qui doit être assez désarmant quand tu es comédien, j'imagine. Ouais. Alors peut-être, il parlait du sens de la fête. Oui, mais, bien sûr. Non, pas dans la vie. Ouais, il m'a dit, dans une autre vie, t'as dû être ce type-là, c'est pas possible. Non, je le prends comme un compliment. Et puis j'adore qu'en plus, on disparaisse un peu derrière nos rôles, nos personnages, et qu'on les gens soient un peu perdus, savoir, mais en fait, il est comment dans la vie. Ça, j'adore ça. De garder un tout petit peu de mystère. D'ailleurs, je vous en ai peut-être trop dit sur moi. Ou peut-être que je joue à l'invité de Nova et qu'en fait, je ne suis pas du tout celui que vous pensez. Vous êtes toujours Fabrice Lucchini. Voilà. C'est ça, il est là. Mais il est fort, ce Lucchini, mais vraiment un homme multifacette. Non, mais en fait, ça ne me dérange pas du tout. Je le prends pas mal. J'aime bien que les gens s'y perdent un peu, ou qu'on dise, il peut tout jouer. Ah merde, il y a ma radio qui se met en... qui peut tout jouer, ou à Caméléon, tout ça. C'est flatteur. Moi, j'adore. Alors, j'ai vu que tu étais annoncé à l'affiche du prochain film de Michel Leclerc. C'est une comédie policière, c'est ça ? Ouais. Assez gonflée. Ouais. Sur la douceur masculine. C'est une comédie policière sur le féminisme et ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, mais sans du tout être dans la complainte, loin de là. C'est vraiment un ton hyper intelligent, assez courageux aussi, très drôle, et c'est une comédie policière sur le féminisme avec Léa Drucker, notamment, Julia Piaton, Judith Chemla. Je suis très bien entouré et je suis trop content. C'est un personnage un peu burlesque, une espèce de gars fantaisiste, avec les cheveux un peu bourriffés. J'ai une espèce d'impère, un chien en laisse, et je me casse la gueule. Et un peu entre Jacques Tati et Pierre Richard. Ouais, c'est ça le et ça faisait très longtemps que je rêvais de faire un personnage comme ça. Donc je suis trop content. Et j'ai également lu que tu ferais partie du casting de Des Vivants. Ouais, j'ai commencé hier. Jean-Xavier de l'Estrade. Ouais. J'imagine que ça doit être une partition compliquée, parce que si rien ne m'a échappé, c'est... Voilà. C'est une série, c'est une série en 6 épisodes consacrée aux rescapés du Bataclan. Exactement, les Potages, qui sont un groupe qui était otage, on l'oublie parfois, qui a eu une prise d'otage qui a duré 2h30 au Bataclan avant l'assaut final. Et ce drame, cette expérience traumatique a soudé 7 des 11 otages qui étaient dans ce couloir et qui sont devenus très très proches. Et
et qui ont eu besoin de se retrouver, de se parler. Et c'est sur la vie de ce groupe, la réparation, du soir du Bataclan jusqu'au procès, la vie de couple, la vie en famille, comment on se remet de cette expérience. Et c'est une chance, avec Jean-Xavier de Lestrade, qui est un immense metteur en scène. Oui, absolument. Staircase, entre autres, Laetitia, Sambre. Ouais. Et si en attendant vous avez besoin de câlins avant de regarder un sujet difficile, En fanfare, c'est en salle demain, je le rappelle, c'est très important. Un grand câlin musical. Exactement. Et Sarah Succo, qui est merveilleuse dans le film. Ouais, qui est formidable. C'est pas que un duo, c'est un trio, ce film. Ouais. Si demain on te met face au dilemme suivant, je te laisse répondre, tu ne peux accepter qu'une seule des propositions suivantes. Jouer face à Kate Winslet, être dirigé par Jordan Peele, aller boire l'apéro avec Jim Carrey. Je pense, je vais être dans la vie. Non, mais Jim, l'apéro, il peut être fou. Hein. Ça peut être l'apéro d'une vie. Kate, elle est maquée. Et moi aussi. Donc Jordan Peele. Non, mais j'ai dit jouer face à Kate Winslet. Ah, tu vois tout de suite. T'as dit jouer? Je crois que t'as dîné. Ah non, tout de suite, je me suis vu. L'esprit tordu. C'est Fabrice Lucchini qui parle, c'est pas moi. C'est ça, c'est encore lui. Non, jouer avec Kate Winslet. Bah, oui. Exceptionnel. Ma sœur a eu cette chance-là. Elle est dans Lee Miller. C'est vrai, tout à fait. Elle est dans Lee Miller, elle a 2 petites scènes, elle joue une collabo. Elle a envoyé une tape dans son 20e arrondissement et ça a traversé jusqu'à Kate, qui a eu un coup de cœur pour ma sœur Claire Laverne. Voilà, je fais un peu la promo de fratrie, parce que En fanfare parle de fratrie. Tout à fait. Jordan Peele. D'être dirigé par lui, mais en réalité, j'aimerais jouer avec lui. Il est, je pense, encore meilleur acteur qu'il est metteur en scène. Alors que c'est quand même un putain de metteur en scène. Hein. C'est Get Out, Us, Nope. Mais c'est un des meilleurs acteurs de comédie. J'ai encore revu la Key and Peele. Regardez ça, c'est fascinant. Il est d'une précision, il est irrésistible. Et pour moi, il fait partie des plus grands acteurs comiques du siècle même. Il est grandiose. Et son partenaire, putain, j'ai pas son nom, c'est horrible. Jordan Peele et quelque chose. Key and Peele. Regardez-vous ça sur YouTube. C'est des transformations, ils ont des looks improbables. Il fait des personnages. Il est d'une finesse. J'ai une immense admiration pour lui. Keegan-Michael Key. Ouais. Ça vient pas de mon cerveau, hein, vraiment. Je n'ai clairement pas ton cerveau à tiroir. Tout simplement Internet. Tu as bien quelques petits tiroirs, Charline. Ouais, de vieux tiroirs qu'on a rafistolés. Une autre chanson qui figure sur la BO d'un des films dans lesquels tu as joué. Ouais. Bill Withers, Lovely Day. Oh, je te vois interloqué. On en parle juste après. Le score sur Radio Nova. Toujours à l'écoute du best-of du score. Annoncée parmi les présentatrices des Césars cette année et déjà doublement récompensée, Cécile de France, elle aussi, est passée par ce studio. On continue de parler et d'explorer votre filmographie et je me suis rendu compte, au-delà de la versatilité, vous avez pas mal incarné des femmes qui sont assez souvent loin de ce que la société, je mets des R-guillemets, attend d'elles. Ah, c'est une grande chance d'avoir la possibilité de jouer des femmes très libres, très émancipées. Pour aussi envoyer au monde et aux femmes un souffle de liberté, d'encouragement, et puis que ça résonne en elles et que ça bouleverse, que ça les bouleverse. Je trouve que ça a du sens, ça donne du sens à mon métier. C'est-à-dire que c'est un choix ou c'est parce que vraiment c'est ce qu'on projette de vous, cette forme de liberté totale Ah oui, alors ça, je ne sais pas lequel a commencé dans... L'œuf ou la poule? Ouais, très bonne question. Moi, je pense que je suis attirée par ça aussi. C'est vrai qu'à travers mes personnages, par procuration, je ressens aussi ce vent de liberté, quoi. Et peut-être que du coup, oui, j'inspire peut-être ça auprès des réalisateurs. Puis j'aime bien aussi faire des premiers rôles. Et par exemple, La Passagère, j'avais très envie d'incarner ce personnage qui sortait de la tête d'Héloïse Péloquet. Ouais. Et des jeunes, il y a aussi une nouvelle génération de réalisatrices. Ça, je l'ai découvert puisque j'ai vu ça apparaître, puisque ça fait 25 ans plus que je fais ce métier. Non, arrêtez. Et il y en avait... et il y en avait très peu, quoi. Donc, je suis tellement contente de voir à la fois des réalisatrices avoir la possibilité de faire leur métier et puis des personnages de plus en plus féminins. C'est extraordinaire de vivre ça. Et alors là, par exemple, notamment le personnage de Paramour, c'est aussi une femme qui n'est pas à l'endroit où on voudrait qu'elle soit.
Oui, tout à sa manière, même dans un Ouais. quotidien. Hein, c'est-à-dire même dans un quotidien qui est censé être, ce que je disais au début, une forme de drame intimiste qui va partir vers autre chose. Mais c'est une femme qui n'est pas à l'endroit où on l'attend. Ouais, c'est vrai. Elle s'autorise aussi à faire des choses Ouais. que la société réprime. Et ça, c'est assez savoureux. Ouais, je pense que je cherche aussi à vivre ça à travers mes personnages. Ça m'amuse, quoi. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que même quand vous jouez votre propre rôle, ou en tout cas une version fantasmée de vous-même, comme dans la série 10%, eh ben la Cécile de fiction, elle est écartée d'une grosse production hollywoodienne à cause de son âge. Et même là, vous arrivez à en faire un truc qui est hors de vous et hors de ce qu'on attend d'une comédienne. Oui, bah là, c'était rigolo aussi parce que c'était Cédric Clapiche Ouais, bien sûr. qui me connaît bien, qui a pensé à moi pour ce rôle et puis pour reprendre voilà. Non, mais moi j'avais envie d'aller encore plus loin et de pousser le curseur du burlesque, etc. Mais non, mais je trouvais ça intéressant qu'il y ait quelque chose de sincère aussi. Ouais. Mais bon, c'est quand même un personnage inventé. Mais... Oui, mais alors j'imagine que ça doit être quelque chose quand même de jouer un personnage qui porte votre nom, qui est censé être vous et qui en même temps est très très différente. Mais justement, comme je me suis dit au départ, oh là là, mais je vais pas pouvoir créer en fait, donc je vais pas aimer. Mais donc c'est pour ça que j'ai demandé à Cédric de pousser et que heureusement on est à la séquence du cheval où je peux où je suis censée séquence vraiment mémorable, très très mal du cheval et donc voilà, parce que je lui donnais comme référence The Extras, la série de Ricky Gervais, voilà, qui est aussi raconter le monde du cinéma. Et donc il me dit non mais on n'est pas en Angleterre, Cécile, il faut garder quand même un peu de glamour. Donc j'ai quand même réussi à amener un peu de burlesque. Ouais, alors moi vous citez Ricky Gervais, là ça y est, pour moi l'émission est gagnée aujourd'hui. voilà. Extras est quand même une des séries les plus drôles qui soit sur le... tellement bien. Enfin moi j'ai jamais mis les pieds sur un plateau de ciné, mais en tout cas l'image qu'on a donnée est quand même assez hilarante. Oui, là aussi c'est un peu exagéré, mais c'est ça qui est drôle et c'est ça que les spectateurs ont envie de voir en fait. Vous parliez de l'exploration de rôles et de nouveaux rôles qui allaient être oh là là, cette phrase n'a aucun sens. De nouveaux rôles qui vont vous être proposés, puisque vous l'avez déjà dit, grandir au cinéma n'a jamais été un problème en fait. Votre âge n'est pas un problème. C'est au contraire, vous donnez l'impression que c'est un nouveau terrain en fait qui s'ouvre à chaque fois. Mais oui, j'espère que ça va pas s'arrêter. Mais c'est raison, bien parti, ouais. oui. Et puis, qu'on puisse se reconnaître en moi, parce que la moitié des spectateurs qui vont au cinéma sont des femmes, et la moitié de cette moitié sont aussi des femmes de plus de 50 ans. Et donc, c'est très important qu'on puisse s'identifier aux personnages. Et je crois que ça m'a manqué, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petite et adolescente. C'est pour ça que je m'identifiais à des rôles aussi masculins, parce que dans les films d'aventure, les films de KPDP, ce qui me faisait vraiment triper petite, il n'y avait pas encore de personnages féminins, quoi. Donc là, si j'ai cette chance de pouvoir les représenter et que ça puisse résonner en elles et qu'elles puissent se mettre à ma place et vivre l'aventure qu'on leur propose sur un écran, j'aime bien ça. Le score sur Radio Nova. Monsieur Oiseau sur Nova avec Sylvie. On passe à une autre nommée pour l'amour ouf, catégorie meilleur second rôle. Élodie Bouchez est passée par les studios de Nova, conversation sur la comédie. Et si je propose un titre de Quentin Dupieux, c'est que j'aimerais parler de comédie avec vous, Élodie Bouchez. On vous a vu dans des projets d'une extrême drôlerie, mais avec des univers très très marqués, souvent absurdes. Brice de Nice, Dupieux, Eric et Ramsey. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces mondes-là ? Je trouve que la comédie est un exercice très difficile, aussi bien pour les acteurs que qu'au niveau de l'écriture. Ce que j'ai aimé à chaque fois dans ces univers-là, c'est que ça dépassait la limite autorisée. Que c'était absurde, j'adore ça, bien sûr, mais aussi j'aime quand c'est limite, en fait. Quand c'est pas qu'une question de provocation, je crois, mais oui, quand il y a un ton, un univers et que c'est décalé.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, comme spectatrice ? Ces univers-là, ces films-là. J'aime quand il y a du xème degré, quand il y a de la finesse dans l'humour, quand l'humour noir aussi peut me faire beaucoup rire. Ouais. Est-ce qu'il y a des registres dont vous avez la sensation que vous n'avez pas encore eu l'occasion de les explorer, ou en tout cas pas comme vous en aviez envie ? On parlait tout à l'heure, vous n'avez pas eu tellement de gens contestables à incarner à l'écran. Est-ce que ça fait partie des fantasmes de comédienne ? Oui, sans doute. C'est vrai que ce serait intéressant pour moi. C'est pas ma zone de confort pour le coup, et ça serait intéressant pour moi de rencontrer un personnage qui me permette ça et de me faire aider dans ce sens. D'être une très mauvaise personne, pour une fois. Mais je mentionnais tout à l'heure dans l'intro votre apparition dans la série Alias. Bon, si mes souvenirs sont bons, c'était pas une femme très très fréquentable non plus. Mais franchement, je vous avoue que je sais même plus parce qu'on ne savait jamais tout au long des 8 mois de tournage, on ne savait jamais vers où allaient aller nos personnages. Et c'est vrai qu'au début, j'avais demandé, quand on m'avait présenté cette salle avec tous les auteurs, je leur avais demandé si j'étais un good guy ou un bad guy. Et ils m'avaient dit... We don't know. Voilà, on ne sait pas, on verra, on va voir. Ouais. Ça doit être très étrange en même temps quand on a besoin de construire un personnage. Oui, on ne construit pas, justement. On tape. Là, en l'occurrence, c'était un rôle assez physique. Oui, c'était physique. Et c'est vrai que ça leur plaisait. Et en tant que comédienne, c'est plaisant de jouer ça ? Oui, c'est rigolo. Je ne le ferai pas sur 5 ans d'affilée, hein, mais c'était chouette. J'ai un petit extrait de film sans aucun rapport avec votre filmo, quoique, à vous faire écouter. All Annie wants is a home. There's just one problem. You can have any orphan in the whole orphanage except Annie. The story of how a little orphan girl, with the help of her friends, outsmarts the nasty Miss Hannigan and finds the family she's always dreamed of. Now you too can take Annie home today. Annie, on sale now from Columbia TriStar Home Video. Annie de John Huston en 1982, dont j'ai cru comprendre qu'il faisait partie de vos premiers souvenirs de cinéma. Oui. C'est vrai qu'on me demande souvent quelles étaient les actrices qui m'ont donné envie de faire ce métier ou qui m'ont fascinée. Ouais. Et en fait, j'en avais pas vraiment. Moi, j'étais fan de Louis de Funès et de Pierre Richard, dont je voyais les films à la télé. Mais c'est vrai que j'avais dans mon rêve... déjà présent, enfant, de faire ce métier, je rêvais beaucoup devant les acteurs, actrices, enfants. Et Annie, j'ai un très beau souvenir, parce que c'est ma grand-mère qui m'avait emmenée au cinéma, donc on était en banlieue, on avait fait tout un périple pour arriver, dans mon souvenir, sur les grands boulevards, pour voir ce film merveilleux. Et voilà, il m'a beaucoup marqué. Dernier titre, il figure sur la bande originale de L'Amour Ouf, c'était l'occasion. The Cure, A Forest. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. The Cure, A Forest. Il fera partie des présentateurs de la cérémonie des Césars ce vendredi. Pio Marmaille est lui aussi venu faire un tour dans le score et a donc été soumis au questionnaire musical de l'émission. L'idée, c'est pas de réflexion pour vous et l'impossibilité pour moi de revenir sur vos choix et vous demander de les justifier ou de les expliquer. C'est un full cascada, quoi. Je ne peux rien dire. Je me soumets aux questions, allez-y. Allez, c'est parti. Quel titre symbolise le mieux l'enfance, selon vous ? Ah, là, il faut que je réponde. Oui, écoutez, alors là, oh la vache, un titre de musique, je pense que c'est... Une chanson. Mais alors là, c'est un peu con parce que j'ai des enfants, donc forcément, je suis influencé. Je me suis farci une quantité de oui-oui terrible ces dernières années, donc forcément, dès que je pense à l'enfance, c'est quelque chose qui me revient. Farci, attention, avec tout le respect que j'ai pour l'univers de oui-oui, je suis pas en train de lui faire un procès ou dire que c'est une enflure, pas du tout. C'est quand même, il y a une force de proposition assez dingue, donc moi, je serais forcément influencé par ça. Et il est si fier de sa petite voiture jaune et rouge. Oui, voilà. Et aussi Choupi quand il fait des conneries avec son père. Voilà. Moi, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, ce sera soit Choupi, soit Choup, soit l'autre personne. Oui. Très bien. Une chanson qui symbolise le mieux l'adolescence. Ah on va y revenir. Voilà. Pour moi, c'est Master Boy, c'est du Cascada. Encore une fois, je la recite une dernière fois. Tout ce qui est Eurodance.
Moi, pour moi, l'adolescence, c'est Eurodance. Et c'est aussi un peu Thunderdome. Figurez-vous que mes parents m'avaient offert alors, Thunderdome, c'est vraiment du hardcore. Ouais. Pas gabber, mais bon, c'est assez vénère. J'avais le quadruple CD de Thunderdome 96. Il y avait, j'ai d'ailleurs un Bombers, me semble-t-il, encore de l'époque, avec ce personnage machiavélique qui lève les mains en l'air. Donc j'écoutais un peu de ça, sans vraiment trop me soucier de ce que ça voulait raconter, mais en tout cas j'étais sensible à la musique un peu tech. Votre hit de karaoké? La balade des gens heureux. Oh oui. Ouais, une fois passé une certaine quantité de houblon, dirons-nous, je me sens peut-être plus à l'aise, parce que c'est pas un exercice dans lequel je me sens très bien, le fait de chanter devant des gens. Voilà, et à un moment, on me donne un micro, et si on me demande un choix, si on me menace avec un pistolet, on me dit maintenant, Pio, il va falloir que tu choisisses une chanson à chanter, ce sera forcément toujours La balade des gens heureux. Ne me demandez pas de la chanter, je ne le ferai pas. Mais je ne vous le demanderai pas. Allez, je le fais, c'est parti. Notre thème. Oui, c'est ça. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. J'ai surpris, je sais pas, mais moi je suis très Céline Dion. Je suis quand même très Céline Dion, et en fait une en particulier, c'est celle de Titanic. Et je vous le dis, je l'ai écoutée une chier de fois aussi en voiture, en transport. My Heart Will Go On. Exactement. Et je l'écoutais. On était avec un ami à moi en bagnole et on écoutait cette chanson beaucoup ensemble, et on rejouait les séquences parce qu'on se faisait quand même réellement chier dans les embouteillages. Et c'est vrai que voilà, je dois dire que c'est My Heart Will Go On, et je vais pas vous mentir, je sais la jouer à la flûte. Parce que quand j'étais je n'ai pas le pipeau. Malheureusement, je n'ai pas le pipeau avec moi, mais quand j'étais au collège, ça faisait partie en tout cas en cours de musique, on m'avait appris à jouer My Heart Will Go On. Comme quoi l'accent allemand reviendra toujours avec moi. My Heart Will Go On. Donc j'ai appris à la jouer, qui est pas si compliqué que ça. Ouais, alors ça, moi je suis incapable. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse? Écoutez, là, il y en a une bonne flopée, mais n'importe quel titre de Queen me donne une énergie folle. Et là, en général, il faut pas que les gens soient entre la pistasse, parce qu'en fait, j'ai l'impression de vivre sur une piste de danse, on va pas se mentir. Donc je sais pas, non mais voilà, s'il y a de la place, et si on en voit un peu de Queen, moi j'y vais, je suis bon public. La pistasse, donc. La pistasse, parce que je reviens d'Espagne, forcément. Voilà, je fais ce que je peux pour me remettre un peu dans le rythme à la française, mais voilà, la pistasse. Et le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse? Ça, alors j'ai une sorte d'aversion, et étonnamment, mais je suis pas très à la page au niveau, déjà le mot à la page, c'est déjà tellement ringos. Non, c'est bien. Je suis pas vraiment à la page d'une génération, plutôt de nouvelle génération de rap anglophone. J'arrive pas à saisir, pas tant le vocodeur, mais les beats un peu trop mous, un peu trop trucs, et je me perds un peu. J'ai pas encore l'oreille assez fine pour me sentir à l'aise quand ça passe. Votre chanson de comédie musicale préférée? J'en ai pas regardé depuis des siècles, mais comme n'importe quelle personne, je parlerai de Grise, parce que c'est le premier truc qui m'est venu. Laquelle, je sais plus, mais je me rappelle de ce mec qui se huilait les cheveux et se les tire en arrière dans des Cadillacs. De toute façon, moi, tu mets une Cadillac et du Pento, et je suis à fond les manettes. Et une bonne pistasse, du Pento, une Cadillac, et c'est parti. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? La bonne question. Écoutez, j'écoute. Punaise, c'est un truc. Je crois que c'est un. Alors, je l'ai plus en tête, mais je peux allumer mon téléphone en même temps. Je sais que ça ne se fait pas. Attendez, je vais sur ma playlist. Ne bougez pas. Continuez. Allez-y, meublé. J'écoute Moroder en ce moment. Très bien. Chase, ouais. Voilà, le thème de c'est que le film où il se fait battre les pieds avec le bout de bois là. Qu'est-ce que c'est que le film? Si, bien sûr qu'aussi. Midnight Express. Ouais. c'est qu'il se fait taper le pied avec le bout de bois, c'est ce film-là. Je jouerai jamais à tabou avec vous. Non, parce que je suis pas très bon. Vraiment... S'il faut dessiner, ça passe encore, mais s'il faut que je donne des symboles, ça ne marchera pas. Et pour terminer, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête? Moroder, une fois qu'elle est dedans, c'est compliqué. Ouais, mais c'est pas désagréable. Attends, il y en a une autre. Je rallume le truc là. C'était. Oh là là, je suis désolé, je suis en train de perdre du temps. Attendez, bougez pas. Ne bougez pas. J'allume, je mets. Phoenix 1901. Voilà, celle-là, par exemple. Celle-là, je l'écoute beaucoup aussi en ce moment. Encore un truc qui m'est revenu récemment. Ça, j'écoute beaucoup. Une fois qu'elle est dans ma tête, j'ai du mal à me la faire passer. Et sinon, non, je suis très Kalash, je suis très Booba, je suis très B2O. Donc voilà, je me laisse un peu porter par tout ce qui bouge, tout ce qui balance, tout ce qui swing. Tout ce qui est Eurodance, pistache et compagnie.
J'ai essayé de tenir un peu l'émission jusqu'au bout, mais voilà, vous avez senti que j'ai lâché un petit peu la rampe. Moi, déjà, le film d'horreur avec le slogan « J'ai déjà la pistache, je prends tout ». On vous a confié une dernière mission, à savoir gérer la suite, la playlist qu'on va écouter. Oui. Donc, il y aura énormément de choses. Il y aura du Queen, par exemple. Et pour démarrer, vous avez choisi Faced. Oui. My Moon, My Man. Pourquoi ce titre ? Écoutez, vous m'avez fait passer un déroulé avec 70 000 chansons différentes. Si je suis honnête, c'est le premier que j'ai reconnu. Donc j'ai dit, écoutez, let's go. J'ai vu tous les boutons, j'ai envie de presser sur tous les boutons qu'il y a devant moi. Donc ouais, et puis je sais pas, j'ai encore une fois un truc un peu de... Non, parce que je l'écoutais à un moment, quand, je ne sais plus, mais quand j'étais un peu plus jeune. Ouais. Et comme tout le monde, j'aime bien cette chanson. Eh ben allez, c'est parti. Merci beaucoup, Pio Marmaille. Merci à vous. Et My Moon, My Man, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Vulfpeck sur Nova Back Pocket, parmi les titres de la playlist de Benjamin Laverne. Ce best-of du score dédié au cinéma et au César, c'est terminé. Et il est désormais 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.